Le programme que vous allez voir est librement utilisable en classe. Toutes les infos sur éducation.france5.fr. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour étudier les suites de nombres réels, donc toute cette partie de l'étude de l'infini mathématique, et en même temps de regarder une classe de fonctions qui va être particulièrement bien adaptée à la convergence des suites, c'est-à-dire les fonctions continues. Donc deux grands chapitres à l'intérieur de cette émission. Un chapitre qui va vraiment regarder les suites, essayer d'aller au plus profond du problème qui est derrière, en les attachant à ce que nous savons déjà. Nous avons vu que quand nous avions une famille de nombres réels qui était majorée, elle admet une borne supérieure. Quand elle est minorée, elle admet une borne inférieure. L'impact de ce type de résultat sur des suites croissantes majorées, elle va converger, elle va avoir une limite. Décroissante minorée, elle va converger, elle a une limite, qui sont respectivement, dans le cas croissant, la borne supérieure de l'ensemble des valeurs, dans le cas décroissant, la borne inférieure de l'ensemble des valeurs. Donc nous avons déjà un ensemble de suites dont on sait qu'elles convergent et on va à partir de là essayer de raccrocher toutes les autres. Et c'est donc le but que j'avais évoqué à la fin de la dernière émission, c'est-à-dire l'introduction des limites supérieures et des limites inférieures. Donc c'est dans cet axe-là que nous allons commencer à travailler. Une fois que nous aurons bien mis ça en place, nous aurons donc un concept de convergence et à partir de là, nous regarderons les fonctions qui seront adaptées à ce concept de convergence, c'est-à-dire les fonctions continues, avec leurs propriétés. Trois grandes propriétés que nous verrons, qui sont des propriétés essentielles, qui permettent en particulier d'affirmer l'existence de solutions à des équations, puisque tout compte fait, un mathématicien cherche lui aussi à résoudre des équations. Nous avons donc deux résultats positifs sur les suites de nombres réels que nous avons déjà évoqués. Nous allons donc les lier, ces deux résultats, aux résultats sur les familles de nombres réels qui sont respectivement majorés et minorés. Donc le premier de ces résultats concerne les suites qui sont les suites de réels croissantes et bornées supérieurement, et le théorème affirme ces suites sont convergentes et on peut même donner la valeur de la limite, c'est la borne supérieure de l'ensemble des valeurs de cette suite. Donc c'est le premier résultat, donc je vais vous donner la démonstration parce que ça nous permettra en même temps de revoir cette notion de borne supérieure qui est évidemment cruciale dans l'ensemble de l'étude des nombres réels. Alors, première chose, eh bien, je considère donc cet ensemble, c'est formé de nombres réels, tous indexés par les entiers. Donc c'est un sous-ensemble de grand R qui est majoré, donc il existe un nombre grand M tel que quel que soit n, un est inférieur à grand M. Dès que je sais cela, eh bien, je peux affirmer qu'il existe une borne supérieure à cet ensemble que je vais appeler petit l, qui est donc la borne supérieure de l'ensemble des un pour n appartenant à grand N. Et je vais démontrer que cette borne supérieure est exactement la limite de la suite. Donc je vais exprimer de nouveau les deux conditions portant sur les bornes supérieures. Premièrement, c'est un majorant. Deuxièmement, c'est le meilleur de ces majorants. Donc, première chose, je sais que comme c'est un majorant, quel que soit n dans grand N, tous les un sont majorés par L. Et deuxièmement, c'est le meilleur d'entre eux. Donc, si je diminue un petit peu, il n'est plus majorant, c'est-à-dire que pour tout epsilon positif, il existe un élément qui va le dépasser. Donc, il existe un n0 tel que j'ai l'inégalité stricte un0 supérieur strictement à L moins epsilon est inférieur à L. Alors maintenant, intervient l'hypothèse de un croissante, ce qui veut dire que si je prends un entier supérieur à n0, je sais ranger les deux valeurs l'une par rapport à l'autre, je sais que un est supérieur à n0. Alors maintenant, vous voyez que, sachant que un est supérieur à n0, je vais pouvoir loger un en fait ici dans cette inégalité, et j'aurai toujours la majoration par L, puisque un est toujours inférieur ou égal à L.
Alors maintenant, si je résume la situation qui est ici, avec les quantificateurs, vous voyez que j'ai successivement, pour tout epsilon, il existe un n0, tel que quel que soit n supérieur à n0, j'ai la double inégalité, un plus grand que n moins epsilon, plus petit ou égal à l, je le remets, mais surtout plus petit que l plus epsilon. Autrement dit, dans la boîte centrée en L et de rayon epsilon, j'ai attrapé tous les points de la suite sauf un nombre fini, ce qui veut bien me dire que la suite UN a pour limite L. Bien entendu, ce théorème 2 a son frère qui est le théorème 1 et théorème 2. Toute suite de réels décroissante et bornée inférieurement et convergente. Je ne saurais trop vous suggérer de faire la démonstration pour justement pratiquer cette notion de borne inférieure. Et à partir de ces deux exemples de convergence de suite, eh bien, on peut déjà répondre à un certain nombre de questions sur des questions de convergence qui permettent en particulier de classer les nombres rationnels au milieu des nombres réels. Et c'est donc la question que je vais poser à Christophe. Christophe, comment sont faits ces nombres rationnels dans les réels? Eh bien, en s'apercevant que le développement décimal d'un nombre rationnel est périodique. Alors, par où on commence? On va essayer de le montrer. Donc on va prendre un nombre rationnel pour commencer, qu'on va noter A sur B, oui. Et on va faire la division euclidienne de A par B. C'est-à-dire qu'on aura A égale BQ plus R, avec R compris entre 0 et B. D'accord. Bon, ensuite, donc A sur B va s'écrire. A sur B, on va pouvoir l'écrire Q plus R sur B. Bon. Alors, si je veux avoir les autres décimales de ce nombre, je vais être amené à quoi faire? On va diviser R par B, mais en se débrouillant de telle sorte que R soit plus grand que B, et donc en le complétant avec des zéros, oui. C'est-à-dire en le multipliant par une puissance de 10. Et donc on va appeler R1 le complété de R avec des zéros, oui. Et on va le diviser par B, donc on va faire la division euclidienne, et on obtient donc BQ1 plus R'1, oui. Et de nouveau on a R'1 compris entre 0 et B. D'accord. Donc on a de la même façon qu'avant R1 sur B qui va être égal à Q1 plus R'1 sur B. D'accord. Et on va recommencer de la même façon, compléter R'1 avec des zéros pour pouvoir le diviser par B, exactement, et on va obtenir la décimale suivante de cette façon. Et on va s'apercevoir qu'à chaque fois, le reste de notre division va être compris entre 0 et B. D'accord. Mais comme ce reste est un entier, oui. Ça va être un entier compris entre 0 et B, et donc il va y avoir pour ce reste au plus B possibilités. Oui. C'est-à-dire que quand on aura divisé B plus une fois, oui. On aura obligatoirement un reste qui sera commun avec un reste qu'on aura déjà trouvé. Et donc la division euclidienne aura en fait déjà été faite, oui. Et on aura donc une périodicité de nos restes. Donc ça, c'est dans un sens. Alors maintenant, dans l'autre sens, comment est-ce qu'on approche le problème? Alors dans l'autre sens, on va prendre un nombre réel, oui. Dont on va supposer qu'il a une partie décimale périodique. Oui. C'est-à-dire qu'on va prendre A, un nombre réel, oui. Qu'on va pouvoir écrire A0, A1, AK, oui. B1, BP, B1, BP, etc. Et ensuite, on va essayer de montrer qu'alors obligatoirement, il est rationnel. Alors, comment on peut l'écrire? Il peut s'écrire comme quotient de deux entiers. Tout à fait. Alors, on va l'écrire comment? On va écrire le développement décimal autrement, oui. C'est-à-dire A va être égal à A0, oui. Plus A1 sur 10, oui. Plus A2 sur 10 puissance 2, plus jusqu'à AK, ça fait AK sur 10 puissance K. Oui. Et alors pour les BP, pour les BI, on va utiliser une autre méthode, on va les prendre en bloc. Oui. Donc on a plus B1 BP oui. Sur 10 puissance P plus K. Oui. Plus B1 BP, on prend le bloc suivant, oui. Qu'on va diviser par 10 puissance de P plus K. Bon, plus etc. Donc, oui, effectivement. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le bloc B1 BP sur 10 puissance P plus K en facteur. C'est-à-dire qu'on va avoir A égale A0 plus, etc. plus AK sur 10 puissance K, plus, donc B1 BP sur 10 puissance P plus K, facteur 2. Et donc là, ça va faire 1, plus 1 sur 10 puissance P, plus 1 sur 10 puissance 2P, etc. Mais alors, là,
on reconnaît une somme des termes d'une suite géométrique dont on peut calculer la valeur. Alors, quelle est-elle en mettant une accolade en dessous, là? Ce sera égal à quoi, tout ça? Donc la valeur va être 1 sur 1 moins. Oui, d'accord. Voilà. Bon, et ça, c'est un nombre qui est? Ça, c'est un nombre qui est rationnel. Oui. Les nombres qui sont devant sont rationnels. D'accord. Et donc, on a une somme de termes rationnels. Et donc, A sera rationnel. Le deuxième exercice concerne une suite qui est définie, comme on dit, par une relation de récurrence, qui est en fait une approximation de la valeur racine de 2, et on est amené donc à la visualiser, cette suite, ce qui m'amène donc à me tourner vers Sandrine et à lui demander qu'est-ce que vous avez fait pour que nous ayons une vision de cette suite. Donc effectivement, on va tracer la courbe d'équation y égale f de x. Donc bon, ici, on a f de x égale 1 demi de x plus 2 sur x. Donc on voit en calculant la dérivée que la dérivée va être positive sur racine de 2 plus l'infini et négative entre 0 et racine de 2, et c'est une fonction impaire. En regardant, on a une asymptote oblique d'équation y égale x sur 2, donc on peut la tracer. D'accord. Et alors, vous avez tracé la droite y égale x parce que... Alors, donc ça, c'est pour visualiser bien les termes de la suite. Alors, par exemple, si on prend un point U0, on va regarder, on prend donc U0, on va mettre le point qui va être U1, c'est-à-dire f de U0. Oui. Donc ça, c'est U1. Ensuite, on ramène U1 sur l'axe des x. Oui. Hop, U1, et ainsi de suite. Comme ça, on peut visualiser les termes. Et donc là, on va voir, par exemple, qu'ils vont se rapprocher de plus en plus de racine de 2. Et en faisant la même chose de l'autre côté, si on prend, par exemple, bon, on va appeler V0, de même, on va aller jusqu'à la courbe, etc. Et là, on va voir qu'on va revenir obligatoirement de l'autre côté, et donc on va continuer effectivement à se rapprocher de plus en plus. D'accord. Donc, visiblement, simplement par une intuition sur le graphique, on voit que la suite va être... décroissante à partir d'un certain rang. D'accord. Alors, donc, votre stratégie, c'est donc d'utiliser, je suppose... Alors, on va utiliser le théorème de la convergence monotone. Donc voilà, en montrant qu'elle est décroissante minorée. Et ensuite, on va chercher les limites parmi les points fixes de la fonction, c'est-à-dire les L tels que L égale f de L. D'accord. Alors, donc, la monotonie. Alors, donc, on étudie UN plus 1 moins UN, qui vaut donc 1 sur 2 UN facteur de 2 moins UN au carré. Donc là, tout va se jouer autour de racine de 2. Oui. Donc, on peut montrer que si U0 appartient à racine de 2 plus l'infini, en fait, c'est un intervalle stable par f. On a f de racine de 2 plus l'infini qui est inclus dans racine de 2 plus l'infini. Donc, on va avoir, quel que soit n positif ou nul, un appartient à ce même intervalle. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le dessin. Par contre, si U0 appartient à 0 racine de 2, en fait, on remarque que U1, lui, va appartenir à l'intervalle racine de 2 plus l'infini, et que donc, quel que soit n supérieur ou égal à 1, on va avoir UN qui va appartenir à ce même intervalle. Alors, conclusion par rapport à votre expression... Or, dans cet intervalle, donc, UN plus 1 moins UN va être négatif. Donc, on va avoir UN qui va être décroissante, minorée, donc on le voit très facilement, par exemple, par 0. Donc, UN va converger. D'accord. Alors ensuite, la question, ça va être, donc, quelle est la limite? Alors, évidemment, elle ne converge pas a priori, vers 0 d'après l'étude du graphique. Non, donc, déjà, oui. Donc, on va chercher, donc, puisque on a f de UN égale 1 demi de UN plus 2 sur UN, on sait que si elles convergent,